Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on savait que ça s'en venait. On avait tous été avertis que la loi 2 mènerait à de la médecine à la chaîne, que les propos du premier ministre et du ministre de la Santé démotiveraient non seulement les médecins, mais l'ensemble des équipes cliniques, que tout ce qui ne serait pas simple serait mis de côté. L'aide médicale à mourir, les soins à domicile, les soins palliatifs, l'enseignement, puis tout le reste. Mais là, dans les 2 dernières semaines, là, on a appris l'étendue, l'ampleur des effets nocifs de la loi 2. Les petites cliniques en milieu rural, partout au Québec, elles sont à risque démesuré de fermer. La clinique médicale pour enfants de La Salle, elle va fermer parce que les enfants sont les derniers priorisés dans la loi 2. Les personnes atteintes de déficience intellectuelle vont être pénalisées parce que de la médecine à la chaîne, ça ne marche pas pour eux autres. Des cliniques de santé sexuelle qui voient plus de 100 000 patients par année et celles qui traitent les gens atteints de VIH vont devoir fermer. Et ce matin, les médecins qui traitent les patients en dépendance nous disent que cette loi-là, elle est dangereuse pour les plus vulnérables. Tout ce monde-là, les gens en milieu rural, les enfants, ceux qui ont une dépendance, ceux qui sont atteints de VIH, les gens atteints de déficience intellectuelle, ceux qui ont besoin de soins à domicile, ils ont appris dans les 2 dernières semaines que c'est eux les premières victimes de la loi 2. Quand est-ce que le premier ministre va dire « assez, c'est assez »? Quand est-ce qu'il va se rendre compte que sa loi, là, elle fait plus de tort qu'elle fait de bien? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je veux féliciter le collègue de Pontiac pour sa nomination comme chef de l'opposition officielle. Bon, évidemment, sa question, c'est sur le mode de rémunération, sur le projet de loi 2 qui a été adopté, où on change la façon de payer les médecins, en particulier les médecins de famille. Je pense que le Parti libéral a toujours été d'accord pour changer le mode de rémunération des médecins. Ce qu'on souhaite, c'est que plus de Québécois aient accès, entre autres, à un médecin de famille et que quand ils ont accès à un médecin de famille, que ce médecin ou un collègue soit disponible le soir, les fins de semaine. Donc, le ministre de la Santé a fait une proposition où on dit, à l'avenir, il y aura une partie de la rémunération qui sera fonction de l'atteinte de cibles. Puis parmi ces cibles, entre autres, c'est le nombre de Québécois qui sont pris en charge par des médecins de famille. Parce que, malheureusement, Madame la Présidente, même si au Québec, on a plus de médecins per capita qu'en Ontario, il y a un pourcentage moins élevé de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Donc, je comprends que le chef d'opposition officielle profite du fait que les médecins ne sont pas d'accord pour changer ce mode de rémunération, mais j'aimerais ça qu'ils me disent qu'est-ce que lui propose. Première complémentaire. Madame la Présidente, en tout respect pour le premier ministre, je ne pense pas qu'il comprend l'urgence et la gravité de la situation. À tous les jours que cette loi-là, elle reste en place, il y a des gens qui perdent leur médecin. Il dit qu'il veut plus d'accès, il est en train d'en créer moins d'accès, juste au CHU de Québec, là, dans le centre hospitalier, pas dans la région complète. Dans le CHU de Québec, il y a 52 départs à la retraite anticipée, 63 départs de l'établissement du réseau public. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire moins d'accès. C'est une catastrophe, sa loi. La réponse du premier ministre. Oui. Bien, ça fait assez longtemps que le chef de l'opposition officielle est en politique pour savoir que quand on est en négociation avec un groupe, il faut être prudent sur ce qui est dit de la part de ce groupe-là. Maintenant, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle est là depuis assez longtemps aussi pour se rappeler ce qui est arrivé au gouvernement libéral. Gaétan Barrette, qui voulait faire un changement du mode de rémunération, a dû reculer parce qu'il n'a pas eu l'appui de son premier ministre, Philippe Couillard. Et, je ne sais pas, de quel côté était le député de Pontiac durant ce bras de fer entre Gaétan et Philippe? Deuxième complémentaire. On dirait que le premier ministre ne veut pas entendre qu'il y a un problème. Il me fait penser à un gars là, qui voit une craque dans la fondation de sa maison puis qui dit « Je vais planter un buisson en avant. » On ne la voit plus, la craque, il n'y en a plus de problème. Rien à voir ici. Et là, il dit qu'il ne veut pas prendre les chiffres des médecins parce qu'on était en négociation. Le CIS de l'Outaouais en a sorti des chiffres, parce que le CIS de l'Outaouais, c'est le gouvernement du Québec.
Ils disent qu'il y a 89 médecins qui ont entamé des démarches pour obtenir un permis hors province. 89! Ça, c'est des milliers de patients là, qui vont recevoir des lettres pour dire qu'ils n'ont plus de médecins. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais prendre la même figure que vient de prendre le chef de l'opposition officielle. Il y a une craque dans le ciment de la maison. Gaétan Barrette l'avait vu. Et Philippe Couillard a décidé de planter un buisson devant la craque. C'est ça la façon d'agir des libéraux. Bien, moi, je vais appuyer le ministre de la Santé parce que je pense que les Québécois ont le droit d'avoir accès à un médecin de famille. Troisième complémentaire. Il appuie le ministre de la Santé. Le problème, c'est que tous les experts qui se sont prononcés sont contre sa loi 2. Mais je vais donner le bénéfice du doute à certains. Peut-être qu'il y en a au gouvernement qui pensaient qu'il y aurait des effets positifs à la loi 2. Mais là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire ça. Ils voient dans chacun et chacune de leurs circonscriptions qu'il y a des effets nocifs de cette loi-là. Alors, je comprends que c'est difficile, mais la responsabilité du premier ministre, c'est de mettre son orgueil de côté, de penser à sa responsabilité envers les patients, puis de suspendre sa loi. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la loi va être en vigueur le 1er janvier, donc elle n'est pas en vigueur. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un bras de fer. Les médecins essaient de nous faire reculer sur la loi pour ne pas changer le mode de rémunération. Puis, bien, le Parti libéral, un peu comme il le fait dans les grèves des enseignants, bien, il fait du piquetage du côté des syndicats. C'est ça, le Parti libéral, un parti qui ne se tient pas debout pour les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, avec la mise à jour économique qu'on a eue ce matin, on comprend que la CAQ, le parti de la décote là, et des déficits records, essaie encore de nous faire croire n'importe quoi. Depuis 7 ans, à chaque année, le ministre a été incapable de prévoir la croissance économique. Il a manqué sa cible en moyenne de 93 % depuis 2019. Ça n'arrête pas là, Madame la Présidente. Pour les prévisions de déficit, le ministre manque aussi sa cible en moyenne de 122 % depuis 2019. Je l'entends déjà nous dire que, comme tout bon caquiste, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais, Madame la Présidente, honnêtement, accepteriez-vous que votre comptable se trompe de 122 % sur votre facture d'impôt? Il n'est plus crédible. Aujourd'hui, Madame la Présidente, le ministre s'est trompé depuis 7 ans. Aujourd'hui, on devrait le croire, honnêtement. La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, la mise à jour visait 3 choses. Protéger le pouvoir d'achat des Québécois, protéger notre économie, aider les entreprises et continuer dans la saine gestion des finances publiques. Alors, au niveau du pouvoir d'achat, on diminue les cotisations au régime québécois d'assurance parentale, au régime des rentes du Québec. Pour l'économie, même chose. À ça s'ajoute la super déduction pour amortissement accéléré qui permet de déduire le taux effectif sur les nouveaux investissements et s'ajoute des mesures de développement économique régional, élimination de la taxe sur la masse salariale, fonds de services de santé, agriculture, pêcherie, foresterie. Alors, d'excellentes mesures, Madame la Présidente. Quant au déficit, 1,5 % du PIB, ça nous met directement sur la moyenne canadienne. La Colombie-Britannique est à 2,6 %, la Saskatchewan, les meilleurs, à 0,4 %, on est à 1,5 %. C'est difficile pour tout le monde. Le gouvernement a failli tomber en France. En Angleterre, il y aura un budget. Ça va être très difficile au Canada. On a un plan crédible. On s'occupe des finances publiques. Première complémentaire. Si le ministre ne prenait pas l'argent du fonds vert, son ratio dette-net-PIB aurait eu aucun changement de tout le règne caquiste. Ça, c'est sous sa gouverne, aucune amélioration. Point final. Le déficit de 12,3 milliards, Madame la Présidente, c'est l'argent des Québécois qui travaillent tous les jours pour mettre du pain sur la table. Et la CAQ, elle, gaspille l'argent des Québécois et ils en sont fiers. Madame la Présidente, que dit le ministre aux contribuables qui financent son déficit? La réponse du ministre. Oui, mais Madame, il y a 2 choses dans ça. Alors, le député parle du déficit de 12,3 milliards. C'est évidemment
Après contribution au fonds de génération, on est à 9,9 milliards sur une base comptable. Et je rappelle qu'il y a là-dedans 2 milliards de provisions pour éventualité parce qu'on a une guerre tarifaire. Puis ça fait 1,5 du PIB, puis c'est directement sur la moyenne canadienne, puis le fédéral est à 3, puis la France est à 5, puis l'Angleterre est à 6. Puis ouvrez vos fenêtres, puis regardez dehors, puis c'est un contexte qui est difficile. Quant au niveau de dette par rapport au PIB, il est inférieur au moment où nous sommes arrivés au pouvoir. Il est à 40 %, c'était 43 % lorsque vous avez quitté. Deuxième complémentaire. Le ministre se rend-il compte qu'avec son legs déficitaire historique caquiste, c'est non seulement les contribuables actuels, mais aussi les prochaines générations de contribuables qui continueront à payer pour la mauvaise gestion caquiste? Réalise-t-il que de tous les ministres des Finances du Québec, seul lui aura livré 7 budgets déficitaires de suite? Le ministre passera à l'histoire pour ces mauvaises raisons-là. Le ministre réalise-t-il qu'avec son manque de crédibilité, plus personne ne le croit? La réponse du ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, vous savez, l'Institut CDR a coté les provinces puis le fédéral pour la qualité de la transparence de leurs documents. Et puis, on a fini deuxième avec un B+. Alors, je vous invite à regarder la page A22. Ça explique aux députés de l'opposition que nous avons une dette nette par rapport au PIB de 40 %, que c'était 43 % lorsque le gouvernement précédent a quitté, et c'est grâce à la force de la croissance économique, parce qu'on est un gouvernement économique qui a fait des choses, de l'aide directe aux entreprises, de l'aide fiscale, qui a protégé le pouvoir d'achat des particuliers, qui a baissé les impôts, diminué la taxe scolaire, augmenté les allocations famille. Quoi d'autre? Crédit d'impôt pour les aînés, Madame la Présidente. On va continuer des documents transparents et un plan crédible pour revenir à l'équilibre budgétaire. En question principale. En question... Monsieur le ministre, je vous entends. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, l'abolition du PEC brise le contrat moral que le gouvernement de la CAQ a signé avec des milliers de personnes. Le gouvernement ne peut changer les règles du jeu unilatéralement pendant le match. En 2019, le premier ministre, après la première modification, reconnaissait que c'était une erreur et qu'il avait un engagement moral et un devoir d'humanité envers les travailleurs et les étudiants étrangers. Face au tollé, le gouvernement a reculé. L'injustice de 2019 n'est pas plus juste aujourd'hui. Contrairement à ce qu'affirmait le ministre de l'Immigration sur les ondes de Patrick Masbourian, la clause de droit acquis n'existe pas pour le PEC. C'est ce que des milliers de personnes lui demandent. Le ministre a une obligation morale envers ces personnes. Quand va-t-il accorder une clause de droit acquis pour les personnes qui sont sur le territoire québécois? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci, Madame la Présidente. D'abord, c'est important de préciser des choses. Les personnes qui avaient déposé un dossier au programme d'expérience québécoise, le PEC, avant sa suspension, verront leur dossier être traité. On pourrait qualifier cette action-là de clause grand-père parce que ça protège les dossiers déjà envoyés avant les changements. Et c'est ça qui arrive, quand il y a un changement, les choses changent. Donc, les gens ont déposé des dossiers dans un programme qui existait et, aux surprises, ils ne peuvent plus déposer de dossiers dans un programme qui n'existe pas, Madame la Présidente. Maintenant, ils déposent dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui est un programme qui privilégie qui? Les diplômés de nos institutions, les diplômés de nos cégeps, les diplômés de nos universités. Ces gens-là auront un maximum de points, seront priorisés, privilégiés, de même que les travailleurs étrangers en région. Nous sommes un gouvernement économique. On va privilégier ces personnes-là qui sont dans nos régions, qui font fonctionner nos commerces, mais surtout nos manufactures. On va les privilégier. Mon collègue est en désaccord avec ça, qui nous explique pourquoi. Première complémentaire. Aux surprises, Madame la Présidente, des gens qui ont été invités par le gouvernement du Québec, qui sont ici, qui avaient un programme qui était clair, prévisible, le PEC, le ministre, dans le milieu de la partie, change les règles du jeu et ils ne peuvent plus rien faire. J'espère que les gens qui ont déjà déposé un dossier en bonne et due forme, ils vont continuer de les traiter.
Ça serait bien le reste, Madame la Présidente. Voyons donc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les milliers de personnes qui sont ici? Est-ce que le ministre va leur accorder une clause de droit acquis? La réponse du ministre. Madame la Présidente, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, comporte 4 volets. Le premier, ce sont les personnes qualifiées, essentiellement des diplômés de nos institutions à l'enseignement supérieur. Le deuxième volet, les gens de compétences manuelles, les gens qui ont d'autres formations, d'autres types de formations, surtout formations professionnelles, collégiales, techniques dans certains cas. Ensuite, il y a le volet 3, professions réglementées. On parle par exemple des infirmiers, infirmières, ingénieurs, médecins, enseignants aussi, puisqu'ils font un brevet. On les privilégie aussi. 4, talents d'exception, parce qu'on veut aller chercher des chercheurs de renommée mondiale, notamment à cause de ce qui se passe aux États-Unis. On aide nos universités à aller recruter des talents. Il faut appliquer dans le PSTQ pour être évité. Deuxième complémentaire. Parlons-en du PSTQ. Tout le monde nous l'a dit lors des audiences. Ce n'est pas prévisible, c'est arbitraire, ça n'aidera pas. On pourrait même en faire une caricature, un véritable labyrinthe. Ce n'est pas ce dont nous avons de besoin. Il y a des gens qui sont ici, ils ont étudié, ils ont été diplômés, ils voulaient utiliser le PEC, c'était une passerelle sûre, et ça, tout le monde nous l'a dit. Ces gens-là, par milliers, est-ce que le ministre va leur accorder une clause de droit acquis? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, j'invite les personnes qui n'auraient pas encore déposé leur dossier dans le PSTQ à le faire très rapidement, puisqu'on va commencer à faire des invitations en très grand nombre, à coups de milliers, dans les prochaines semaines, et ensuite en janvier, février, mars. Ça va être à coups de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes que déjà vont être sélectionnés. On privilégie, comme on l'a dit, dans le cadre de notre planification pluriannuelle, les gens qui sont sur le territoire québécois, les gens qui travaillent ici, des gens qui font vivre nos industries en région, des gens qui ont des diplômes du Québec, des gens qui ont été capables de se trouver un emploi. Et évidemment, oui, contrairement au Parti libéral, pour nous, il faut maîtriser la langue française pour être sélectionné. On est fiers de cette politique-là, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre a donné le mandat à son ministre des Finances d'aider les Québécois et Québécoises qui font face à l'explosion du coût de la vie. Il avait une seule mission, le ministre des Finances, permettre aux familles de boucler leur fin de mois alors que tout coûte extrêmement cher. On regarde la mise à jour économique qu'il a déposée aujourd'hui. Tout ce qu'il donne, c'est 11 $ par mois aux gens qui travaillent fort et qui en arrachent. Ça, Madame la Présidente, c'est 5 cafés au Tim. C'est ça, la réponse de la CAQ aux gens qui n'y arrivent plus. Savez-vous combien les familles ont vu leur loyer augmenter en moyenne cette année? 109 $ par mois. Tout ce qu'ils leur donnent, c'est 11 $ par mois. Ça, c'est la moyenne pour les logements, le coût du logement par mois. Il y a des gens qui reçoivent même des augmentations de loyer de 220 $. Qu'est-ce que 11 $ par mois va faire pour eux? Puis, comme si ce n'était pas assez, la CAQ a même fait adopter un règlement pour faciliter les augmentations. Donc, d'un côté, il leur donne presque rien, puis de l'autre, il augmente leur coût de la vie. Il leur dit « débrouillez-vous ». Je suis tous les jours avec les gens qui travaillent fort, les familles qui en arrachent, qui n'y arrivent plus pour payer l'épicerie, pour payer le loyer. S'occuper de l'économie, comme le premier ministre veut faire, c'est aussi s'occuper des gens pour qu'ils vivent dans la dignité, qu'ils soient capables de payer leur loyer, leur épicerie, leur hypothèque. Est-ce que le premier ministre pense vraiment que c'est avec 11 $ par mois qu'ils vont y arriver? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, si on avait écouté Québec solidaire, on n'aurait pas remis 950 $ en moyenne dans le portefeuille de chaque Québécois. Et Madame la Présidente, on a remis plus à certaines personnes. Prenons les aînés, 70 ans et plus, à revenus faibles, 2 000 $ par année. 2 000 $ net d'impôts, puisque c'est un crédit d'impôt. Donc, Madame la Présidente, on agit avec les moyens qu'on a. On a aussi agi pour les personnes qui sont sur l'aide sociale. C'est quand même pas rien, là. Depuis qu'on est là, on a doublé les montants qu'on donne à chaque mois aux personnes qui sont sur l'aide sociale avec une contrainte à l'emploi. Donc, Madame la Présidente, je sais que ça ne sera jamais assez pour Québec solidaire. Je le sais que c'est difficile actuellement. Le coût de la vie affecte tous les citoyens partout dans le monde.
mais c'est au Québec qu'on a le plus aidé les citoyens. Ça, c'est clair, les chiffres sont clairs. Il n'y a pas une province au Canada qui a plus aidé les citoyens que le gouvernement du Québec. Première complémentaire. Vous avez écouté, Madame la Présidente, le Premier ministre, il n'a pas été capable de nommer une seule mesure pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie. Aujourd'hui, dans la mise à jour économique, il me nomme des anciennes mesures qu'il a faites dans le passé. Mais aujourd'hui, les gens en arrachent. C'est quand la dernière fois que le Premier ministre est rentré dans une épicerie? Comment est-ce qu'une famille, une mère de famille peut payer l'épicerie avec uniquement 11 $ par mois de plus dans son portefeuille? Tout coûte extrêmement cher. Comment ça se fait qu'il est aussi déconnecté de la population pour leur donner juste 11 $? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, ici, on a un tableau qui compare le Québec avec les autres provinces. Et la chef de Québec solidaire n'aime pas que je lui rappelle des mesures qu'on a déjà annoncées précédemment, sauf qu'il faut bien répéter que ces mesures-là sont récurrentes, s'appliquent à chaque année. Donc, c'est pour ça que le Québec a vu le pouvoir d'achat de ses citoyens augmenter 2 fois plus vite qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Donc, je comprends la chef de Québec solidaire qui nous dit qu'elle veut garder des cibles de GS à 45 %. Elle ne nous dit pas où elle va prendre l'argent dans les... Deuxième complémentaire. Mais les salaires de qui ont augmenté? De qui? Ceux qui sont en haut de l'échelle. On le voit ici. Les gens au bas de l'échelle, ils ont vu leur salaire baisser. En fait, ils se sont appauvris. Pourquoi le premier ministre refuse de s'occuper des gens les plus pauvres, aux plus bas salariés? Les gens qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires pour survivre. Ça, c'est uniquement la pointe de l'iceberg. Il y a tous les autres qui doivent se priver à tous les jours. Les mères, les pères de famille. Pourquoi est-ce qu'il leur donne uniquement 11 $ par mois dans sa mise à jour économique aujourd'hui? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on a doublé le budget des banques alimentaires. On a doublé le budget des organismes communautaires. On a doublé l'aide sociale pour les personnes avec contrainte à l'emploi. Pour moi, là, ça, ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Puis nos aînés n'ont pas la chance de se reprendre avec une augmentation de salaire. Donc, on leur a donné un 2 000 $ par année. Québec solidaire était contre ça. On le fait quand même. Donc, Madame la Présidente, on va continuer d'aider les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. La mise à jour budgétaire du ministre des Finances est un aveu d'échec. Non seulement la CAQ n'aide pas les familles à faire face au coût de la vie, mais elle va jusqu'à piger dans les fonds verts pour combler sa propre dette. Depuis 7 ans, la CAQ n'a rien fait pour l'environnement et aujourd'hui, elle nous fait reculer. C'est 1,8 milliard de dollars que la CAQ réalloue de façon irresponsable de la lutte au changement climatique vers le remboursement de la dette. Le fonds vert, ce n'est pas un CELI, ça n'a jamais été un fonds d'épargne. Le ministre va sûrement nous dire que c'est pour les générations futures, mais à quoi ça va servir pour peut-être reculer une dette dans 30 ou 40 ans? Pendant ce temps-là, nos villes vont peut-être être inondées et la chaleur nous empêchera de vivre. Comment ça, la CAQ peut nous dire aujourd'hui qu'elle n'avait aucune idée à quoi faire avec 1,8 milliard de dollars en environnement? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, bien, c'est assez évident qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'on propose. Alors, ce qu'on appelait le fonds vert, qui ne s'appelait plus le fonds vert parce qu'il y avait des problèmes de gouvernance, hein, ça s'appelle le Fonds d'électrification et des changements climatiques, il y avait un surplus cumulé. Et puis, si on pige dedans, comme vous le suggérez, parce que nous, on ne fait pas ça, vous suggérez de piger dedans, ça augmente la dépense, ça augmente le déficit et c'est pas bon. Alors nous, on a décidé de prendre le surplus, de le mettre au fonds de génération. Ça diminue la dette, ça nous donne des moyens futurs pour lutter contre les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, aider les démunis à remplir nos missions de l'État. Et, Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Première complémentaire. Oui, première.
Madame la Présidente, je vais rappeler au ministre c'est quoi l'objectif du Fonds vert. Ce n'est pas un CELI, ce n'est pas un fonds d'épargne, c'est les surplus de la bourse du carbone qui doivent aller dans la lutte au changement climatique. C'est ça les deals quand on a fait la bourse du carbone. C'est de prendre cet argent-là et, oui, l'investir. C'est pas pour chercher un équilibre budgétaire. Ça n'a jamais été l'objectif. Aujourd'hui, on perd 1,8 milliard en lutte au changement climatique. Ça devrait être le titre de sa mise à jour budgétaire. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien clairement, Madame la Présidente, il y a un léger désaccord. OK? Parce qu'il y a un surplus qui était là lorsqu'on est arrivé au pouvoir. Okay? Et il y avait aussi des enjeux de gouvernance dans le Fonds vert. Et puis là, il y a une réforme. Ça s'appelle maintenant le Fonds d'électrification et de lutte au changement climatique. Et puis, si on utilise le 1,8 milliard, ça augmente les dépenses et ça augmente le déficit et ça augmente la dette. Nous ne voulons pas faire cela. Nous prenons le surplus, nous le mettons au fonds de génération, ça réduit la dette brute, ça nous donne des moyens supplémentaires pour faire face à l'avenir. Deuxième complémentaire. Ce qui va nous donner les moyens de faire face à l'avenir, c'est de lutter maintenant à la lutte au changement climatique. C'est les 1,8 milliards que la CAQ n'a rien fait avec pendant 7 ans dans les fonds d'électrification, puis qu'aujourd'hui, ils nous disent que c'est un outil d'équilibre budgétaire. Ce n'est pas ça. La dette la plus importante à payer aujourd'hui, c'est la dette climatique. C'est ça que les villes sont en train de porter. C'est ça que les jeunes portent déjà sur leurs épaules. La CAQ abandonne l'environnement. C'est 1,8 milliard de moins en lutte au changement climatique qui nous annonce aujourd'hui. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, d'abord, il n'y avait pas juste les revenus de la bourse carbone, il y avait aussi des crédits budgétaires là-dedans. Il y a eu une accumulation de surplus. Et puis, si on utilise les surplus, on augmente la dépense, on augmente le déficit, on augmente la dette. Je répète, nous ne voulons pas faire cela. Ça fait 7 ans que j'explique ça à Québec solidaire. J'ai eu plusieurs discussions avec le député de Gouin. Plusieurs fois, on a eu cette discussion. Si on utilise le surplus cumulé du Fonds vert, on augmente les dépenses, on augmente la dette et nous ne voulons pas faire cela. En question principale. L'article 32. En question principale, je reconnais le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si la ministre est au courant, mais la communauté étudiante du Québec vit une détresse financière et humaine sans précédent, une situation extrême, pour reprendre leurs mots. Les étudiantes et étudiants du Québec ont tiré l'alarme à maintes reprises. 44 des étudiants au collégial vivent une forme d'insécurité alimentaire et dépendent des banques alimentaires. Comment le gouvernement a-t-il pu laisser la situation dégénérer comme ça? Il y a des étudiants qui abandonnent leurs études parce qu'ils n'en peuvent plus de travailler à temps plein pendant leur stage non rémunéré. On a besoin qu'ils persévèrent. D'un point de vue humain et économique, c'est une catastrophe. La mise à jour économique ne prévoit rien pour la rémunération des stages, rien pour la sécurité alimentaire étudiante, rien pour réduire leur coût de la vie. Quelle est la raison économique ou idéologique qui pousse la CAQ à abandonner les étudiants? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je ne constate pas la même chose sur le terrain. Je sais que c'est difficile d'étudier, mais 44 des étudiants qui sont en difficulté, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres-là, mais ce n'est pas ce que les directeurs de cégep et les directeurs collégiaux me disent. Et ça fait un peu plus de 2 mois que je suis sur le terrain et ce n'est pas les échos que j'ai sur le terrain. Malgré le fait que je sais que c'est difficile pour les étudiants, que c'est une période quand même complexe où on doit combiner les études et le travail. Deuxièmement, le Québec est une des sociétés où il est le plus facile pour les jeunes d'étudier. Nous avons un système de prêts et bourses et d'aide financière aux études qui est complet, un des plus que nous augmentons régulièrement, et nous avons le meilleur système de bourses en Amérique du Nord, je vous dirais. Alors, c'est important pour nous d'aider les jeunes et de s'assurer qu'ils puissent avoir différents accès aux études. Et j'ajouterais que nous faisons face à des augmentations de clientèle
Augmentation l'année prochaine au niveau collégial qui devrait frôler le 15 %. Première complémentaire. J'en reviens pas, Madame la Présidente. La ministre devrait, de toute urgence, communiquer avec les associations étudiantes si elles ne constatent pas leur détresse. Il y a 2 files au Québec. Une file sur un tapis rouge déroulé par le gouvernement pour que les multinationales viennent chercher des milliards de subventions payées avec l'argent durement gagné des Québécoises et des Québécois. Puis de l'autre bord, il y a une file aux banques alimentaires pleine d'étudiants. C'est ça la réalité. Est-ce que la ministre peut au moins réaliser que c'est ce qui se passe puis nous dire qu'elle va faire quelque chose? La réponse de la ministre. Monsieur le député de Jean Lesage. Vous vous adressez à la présidente. Madame la Présidente, notre gouvernement a investi dans nos étudiants. Collectivement, nous avons fait cet effort-là d'amener les Québécois à étudier. Nous avons 48 collèges publics sur l'ensemble du territoire du Québec et nous avons réussi à inciter les Québécois à aller chercher des compétences. L'année prochaine, nous aurons une augmentation de clientèle de 15 %. Pourquoi? Parce que les cohortes que nous avons prises petites et à qui nous avons incité d'étudier sont rendues au cégep. Au niveau universitaire, les cohortes vont augmenter d'autour de 8 % l'année prochaine. C'est un succès et notre gouvernement a investi plus de 400 millions de dollars pour améliorer l'aide financière aux études. Deuxième complémentaire. Moi, Madame la Présidente, je souhaite qu'à cette Assemblée nationale-là, on se compare au meilleur, pas au pire. Qu'on se compare au meilleur, pas qu'on se compare au pire pour s'asseoir sur notre steak. Est-ce que la ministre accepte de rencontrer de toute urgence les associations étudiantes pour faire un contact avec la réalité, enfin? Parce que clairement, ce que dans la mise à jour économique, ça paraît qu'il y a une déconnexion totale et c'est grave et ça presse. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je rencontre les organisations étudiantes. J'ai rencontré plusieurs associations étudiantes et quand je me rends dans les différents collèges, je m'assure que je puisse avoir un contact avec les étudiants. Les étudiants, les directions, les conseils d'administration, ça fait partie du tout au niveau collégial et je suis consciente des différentes difficultés. Nous avons une augmentation importante de clientèle et au niveau collégial, c'est à peu près 84 % du budget qui est réservé à la rémunération des professeurs, professeurs et des employés de soutien. Notre gouvernement a augmenté substantiellement l'aide financière aux études. Nous sommes une des sociétés les plus généreuses. En question principale, je reconnais maintenant le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ s'est fait élire avec comme principale promesse la saine gestion des finances publiques et la fin du gaspillage. Résultat, 7 ans plus tard, la mise à jour économique présentée aujourd'hui nous confirme à nouveau le pire déficit de l'histoire du Québec, à 12,4 milliards cette fois. Donc, on a eu 14 premiers ministres depuis la Révolution tranquille et le premier ministre actuel, Madame la Présidente, il est le plus dépensier depuis Jean Lesage. Et on s'est rendu là parce que la CAQ gère mal l'argent des Québécois. Elle normalise le gaspillage. On a gaspillé, perdu plus de 5 milliards de dollars dans le Fonds de développement économique. On a créé des monstres bureaucratiques comme Santé Québec, Mobilité Infra, Investissement Québec version Fitzgibbon. La taille de l'État augmente 3 fois plus rapidement que la croissance de la population. 57 % des embauches sont strictement pour de la bureaucratie. Les projets sont bâclés comme la maternelle 4 ans, les espaces bleus, les maisons des aînés, les études de projets pour les transports qui ne débloquent pas. Et ça, c'est sans compter les fiascos financiers comme SACLIC, dossier santé numérique, l'explosion des coûts en infrastructure. Ma question est simple. Après 7 ans au pouvoir, est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'un déficit de 12,4 milliards, c'est un échec sur toute la ligne? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je veux corriger, encore une fois, le chef du PQ. Quand on regarde depuis 2018, la croissance économique par habitant a été meilleure au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada. La croissance du revenu disponible, donc du pouvoir d'achat, a été 2 fois meilleure au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Donc, je voudrais qu'il corrige un peu son introduction. Maintenant, là, il vient de dire quelque chose de gros, pour ne pas dire d'autres mots, de dire que c'est le pire déficit de l'histoire du Québec. Madame la Présidente, on a un déficit comptable. Donc, avant versement au Fonds des générations, parce que ça n'existait pas il y a plusieurs années au Québec. Donc, 1,5 %
du PIB. Savez-vous, Madame la Présidente, quand on regarde le déficit actuel, il y a eu 20 gouvernements du Québec qui ont eu un plus gros déficit que 1,5 %. Donc, c'est une légère exagération de la part du chef du PQ de dire qu'on a le plus gros déficit de l'histoire. Il y en a 20 qui sont plus gros que celui qu'on a actuellement. Donc, il serait temps un petit peu qu'il revise ces chiffres. Première complémentaire. Je n'ai pas révisé les chiffres, c'est 12,4 milliards, puis il n'y a pas d'autres gouvernements qui ont réussi à faire un tel déficit. Et on comprend de la réponse du premier ministre que pour lui, ça va bien. La croissance économique va mieux qu'en Ontario. Puis ce qu'il ne mentionne pas, c'est que la croissance économique canadienne est bonne dernière de l'OCDE. Lui, il est bien avec une croissance économique à 1 % puis il est bien avec un déficit de 12,4 milliards. C'est pas grave, le gaspillage, à coût de centaines de millions en subventions tout azimut. Réponse surprenante pour quelqu'un qui s'est fait élire auprès des Québécois au nom de la lutte au gaspillage. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef du PQ a juste oublié une chose, l'inflation. $1, il y a 25 ans, ce n'est pas la même chose qu'un dollar aujourd'hui. Je lui répète, cette année, déficit 1,5 % du PIB. Je compare 96-97, 1,7 %. 95-96, 2,2 %. 94-95, 3,3 %. 93-94, 3 %. 92-93, 3,1 %. 91-92, 2,7 %. 90-91, 1,9 %. 86-87, 1,8 %. Deuxième complémentaire. Attendez, Monsieur le chef. On retrouve le silence. Deuxième complémentaire. Alors, le premier ministre nous balance plein de chiffres. Ce que je comprends de son exercice, c'est qu'il se compare au cancre, puis il est comme, je suis content. C'est quoi? C'est le palmarès des pires déficits. Il est content de faire partie de ça. Attendez. C'est quoi cette histoire? Votre article 32, je vous rappelle de garder le silence. Une seule personne a le droit de parole. Une seule personne a le droit de parole. Monsieur le ministre, je vous entends. Une seule personne a le droit de parole ici. Chut. Silence. Une seule personne a le droit de parole. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, 16 secondes. Et Madame la Présidente, blague à part, j'ai peut-être juste mal compris. Est-ce que le premier ministre est à l'aise avec son 12,4 milliards de déficit? Est-ce qu'il est en train de dire aux Québécois qu'il est fier de ça? Puis est-ce qu'il est à l'aise avec avoir gaspillé plus de 5 milliards de dollars à travers son fonds économique? Qu'ils le disent à la caméra aux Québécois. Moi, je suis à l'aise avec ça, j'ai trouvé pire. Qu'ils le disent. Alors, la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je viens d'entendre le chef du PQ dire que je me compare au cancre. Et plusieurs des années où on a eu plus que 1,5 % de déficit par rapport au PIB, c'était des années où c'était un gouvernement du PQ. Donc, il est en train de nous dire que lui, quand il se compare avec les anciens chefs du PQ, lui, c'est pas un cancre. Madame la Présidente, les chiffres que je lui donne, 20 fois, c'était pire que nous autres. Puis ça, c'est en monnaie canadienne, c'est pas en monnaie québécoise. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Abitibi-Est. On l'écoute. Madame la Présidente, en cette journée de mise à jour économique, permettez-moi de faire un portrait des retombées économiques de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On était dans les chiffres, je pense que le premier ministre va aimer ça. PIB, retombées directes, 7 896 millions. Retombées indirectes, 2 247 millions, pour un total de 10 144 millions. Revenus fiscaux bruts et de parafiscalité, 1 198 millions en retombées directes, retombées indirectes, 313 millions et retombées induites, 203 millions pour 1 715. Très, très intéressant, mais de l'autre côté, la région de l'Abitibi-Témiscamingue est la 16e région sur 17 dans le programme des infrastructures québécoises. Ceci a pour effet désuétude de nos routes, problématique de nos ponts, désuétude de nos hôpitaux. Est-ce que le premier ministre et le ministre responsable de la région, de par son rôle, est prêt à résorber la situation? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente.
Bien, c'est certain qu'on doit faire un effort au niveau des infrastructures pour l'ensemble du Québec. C'est pour ça qu'on a augmenté le plan québécois d'infrastructure de 64 %. Puis 65 % de cela, c'est du maintien d'actifs, parce qu'on a un parc qui est vieillissant. Et puis, il y a aussi du nouveau dans l'ensemble des régions du Québec. Et c'est certain qu'on pense à l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région importante. Et d'ailleurs, dans la mise à jour, on a réduit les cotisations de masse salariale au régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale. Ça aide les entreprises de la région. Il y a aussi les mesures pour le développement économique régional au niveau du Fonds de services de santé. On a des mesures pour la foresterie, l'agriculture, les pêcheries. Alors, on a des gestes au niveau des régions. On a des gestes pour l'ensemble des travailleurs et de l'économie. Et puis, c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que l'économie du Québec est résiliente, qu'on a une bonne performance dans un contexte qui est difficile. Il y a une guerre commerciale, Madame la Présidente, et puis le Québec fait très bien dans des circonstances difficiles. Première complémentaire. Madame la Présidente, je pense que ça serait important de souligner qu'on l'a mentionné il y a quelques secondes, les revenus fiscaux générés par les entreprises privées, 1 715 millions, les dépenses du gouvernement dans la région, si j'y vais avec une des deux méthodes que le gouvernement préconise, 1 49 millions, un déficit de 666 millions annuels. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui va vouloir possiblement faire plus que juste dire « on a fait quelque chose pour les régions ». La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, c'est certain que ce que nous dit le député, c'est important. Il nous dit que sa région contribue à l'essor économique du Québec et nous demande d'en faire plus au niveau des dépenses d'opération, d'infrastructure. C'est des demandes qui sont légitimes et en passant, j'entends exactement les mêmes demandes dans le groupe. On me dit la même chose dans les Laurentides, on nous demande de faire un effort. Alors, on veut, de notre côté, supporter les missions principales de l'État dans l'ensemble du territoire. Alors, santé, éducation, enseignement supérieur, les principales missions de l'État, on les supporte au niveau des opérations et des infrastructures. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, 3,55 milliards pour l'Abitibi-Témiscamingue dans le PQI, les Laurentides, 7,439 millions. Si on continue comme ça, l'Abitibi-Témiscamingue, dans 10 ans, là, ça va être 6,660 millions de déficit structurel financièrement. J'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui est conscient dans le gouvernement. Consentement pour déposer le tableau? Consentement. Monsieur le ministre responsable des infrastructures, votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Peut-être une information qui serait bonne à noter du côté du collègue. La population de l'Abitibi-Témiscamingue représente 1,7 % de la population du Québec et le PQI de la dernière année prévoyait des investissements l'équivalent de 2 % pour sa même région. Donc, l'information doit être corrigée et ça me fera plaisir naturellement de discuter de ces questions-là, de ces enjeux. Mon collègue aux finances a très bien mentionné la progression des dernières années au niveau du PQI. Ce sont des investissements records et la population de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas perdante, bien au contraire au niveau des investissements en matière d'infrastructure. Merci. Et Monsieur le député, vous n'avez pas à brandir d'objet lorsque ce n'est pas votre tour de poser une question. En question principale, je reconnais maintenant le député de Lafontaine. Madame la Présidente, on voit partout sur le territoire du Québec des GMF hors établissement qui sont en péril à cause de la remise en question du financement et l'imprévisibilité. Le ministre a-t-il compris et va-t-il abroger sa loi, oui ou non? La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la Présidente, je suis excessivement content d'avoir cette question-là aujourd'hui parce que je l'attendais. Madame la Présidente, je pense qu'il faut revenir à nos objectifs puis bien expliquer aux députés que ce qu'on veut, c'est un changement de la rémunération parce qu'on a un objectif très clair, c'est de prendre en charge toute la population du Québec. C'est sûr que, Madame la Présidente, ce sont des changements qui sont très importants, et on comprend notamment que autant les GMF que la rémunération des médecins, c'est deux choses qui sont liées ensemble.
On le comprend et c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, on a fait non seulement des webinaires, mais on va continuer d'en faire pour bien expliquer ce que c'est que la loi. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, Madame la Présidente, c'est qu'on a bien dit que la loi que nous avons déposée a un mécanisme qui permet, dans les 60 jours qui suivent la loi, d'être capable de faire des ajustements à la tarification parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être, comme dans tout projet de loi, améliorées. Alors, Madame la Présidente, ce que je dis aux députés, continuons à travailler avec le Trésor pour être capable d'améliorer le projet de loi. Et en question principale, je reconnais à nouveau le député de La Fontaine. Madame la Présidente, le mode de rémunération qui a été imposé dans la gorge de tout le monde, y incluant les médecins, Madame la Présidente, impose une imprévisibilité de revenus, une instabilité dans l'organisation. Ça, c'est un fait. Ce sont les médecins qui, à même ce que l'État leur donne, financent directement les GMF hors établissement. Ce matin, encore une fois, j'étais au téléphone avec la docteure Marilène Dussault du GMF Plateau Marquette de Sherbrooke. Ça, c'est 100 000 rendez-vous par année, 31 médecins de famille, 10 médecins spécialistes. Ils sont en péril avec cette imprévisibilité économique-là. Il y a un bail qui doit signer le 1er janvier, Monsieur le Président, et c'est un cri du cœur. Il y a déjà 2 de leurs médecins qui prennent des retraites anticipées, qui quittent. Ce sont des milliers de Québécoises et Québécois qui n'auront plus accès à leurs médecins à cause de ce mauvais gouvernement-là. La seule chose à faire, abrogez votre mauvaise loi et faites de la co-construction avec tout le monde. Et c'est Madame la Présidente. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, la loi 2, c'est une chose. Madame la Présidente, la loi 2, c'est une chose. La question des GMF, c'est d'autres choses. Il y a des contrats, des nouveaux contrats qui sont prévus pour le 1er avril 2026 où on revoit le mode de rémunération des GMF. C'est 2 choses complètement différentes. Dans les 2 cas, il y a des discussions qui sont possibles avec la Fédération des médecins. Ce que je dis, Madame la Présidente, c'est prenons un peu de recul. Le Trésor est là pour discuter avec les fédérations qui veulent être aux tables. La loi le permet. Madame la Présidente, moi, j'inviterais le député de La Fontaine d'encourager les 2 fédérations à venir discuter parce qu'on a le temps de le faire et c'est important de le faire pour améliorer notre première ligne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales.